Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Gabriel, cette semaine, le nouveau Hyundai Santa Fe, le premier VUS à avoir été lancé par Hyundai, alors qu'aujourd'hui, on a une gamme très complète. Et tout récemment, on a constaté que le Kona a grossi, que le Tucson a grossi, si bien que le Santa Fe de nouvelle génération, il ne fallait pas le grossir trop pour que ce soit un véhicule trop près du Palisade. Il fallait lui trouver une vocation un peu différente. Et je pense qu'on a réussi. Oui, de ce côté-là, c'est clair que c'est un véhicule aussi, bon, évidemment, ses dimensions sont plus généreuses, son gabarit est plus imposant, plus d'espace à l'intérieur également. Mais c'est surtout un véhicule qui a été conçu, dessiné pendant la pandémie, à une époque où personne, tu te souviens, pouvait voyager en avion ou quoi que ce soit. Donc, les familles faisaient plus d'excursions, faisaient plus de camping, ce genre de choses. Et les designers ont pris comme point de départ le haillon arrière. C'est de là qui est parti le design de ce nouveau véhicule. Donc, si on regarde le Santa Fe, tu as cet immense haillon arrière qui donne accès à un espace de chargement qui est vraiment très, très vaste. Et ça a été conçu justement pour ça, pour les familles qui vont faire des activités à l'extérieur. C'est la raison aussi pour laquelle il y a cette fameuse poignée sur le pilier C qui te permet, en plaçant le pied sur la roue arrière, de pouvoir accéder au toit du véhicule pour un moteur d'overlanding, par exemple. Donc, ça, c'est un des éléments. Et je pense que c'est vraiment une belle direction pour Hyundai parce que ça en fait un véhicule qui est vraiment très polyvalent. Bon, évidemment qu'esthétiquement, c'est polarisant. Moi, je t'avoue qu'en regardant ce véhicule-là, ça me rappelle énormément le Ford Flex, qui avait été un véhicule assez champ gauche, ça aussi, qui me plaisait davantage sur le plan esthétique que cette formule-là. Remarque, c'est peut-être la couleur, le Rockwood Green, qui, moi, ne me revient pas. Mais à tout le moins, on peut dire que ce véhicule-là s'est trouvé une personnalité, ce qu'on n'avait pas avant avec le Santa Fe. Oui, effectivement. Du côté du design, il y a certaines mauvaises langues qui vont vous dire que le Hyundai Santa Fe, ce nouveau véhicule, c'est un Land Rover commandé sur Wish. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des airs véritablement un véhicule Land Rover, particulièrement du Defender. C'est pas une mauvaise chose. Il y a plusieurs marques aussi qui sont évoluées dans cette philosophie de design avec des formes très carrées, ce genre de choses. Mais on remarque aussi la présence de plusieurs éléments intéressants, comme par exemple la forme en H sur les blocs optiques à l'avant ou pour les feux à l'arrière aussi. Donc, on essaye de lui créer effectivement cette nouvelle personnalité, lui donner un peu plus de caractère à ce véhicule. Bien, là-dessus, c'est totalement réussi parce qu'on l'identifie instantanément sur la route, alors que dans le passé, un Hyundai Santa Fe, ça aurait pu être confondu avec un Toyota, un Nissan, un Ford, à peu près n'importe quoi. Tous ces VUS qui se ressemblent, on n'est plus là présentement. Un truc d'importance, par contre, c'est qu'on abandonne cette année la motorisation hybride rechargeable. Peut-être décevant pour le marché du Québec qui appréciait particulièrement cette technologie-là. Oui, effectivement, mais là, de ce côté-là, on a toujours une version hybride classique, conventionnelle, mais ça démontre un petit peu l'intention de Hyundai de progresser véritablement vers des véhicules tout électriques, et c'est peut-être la raison pour laquelle on délaisse la technologie de l'hybride rechargeable à une époque où plusieurs constructeurs font exactement l'inverse et qui commencent à réduire un petit peu lever le pied sur l'électrique pour se concentrer sur les hybrides rechargeables. Donc, c'est une philosophie différente là, du côté de chez Hyundai. Et dans le cas qui nous concerne cette semaine, on met à l'essai la version XRT, qui est la première version Santa Fe un peu plus aventurière avec des prétentions hors route sans que ce soit très excessif. Et on mettra aussi à l'essai la version Ultimate Calligraphy qui, elle, est la plus luxueuse, la plus coûteuse également. Le Santa Fe que l'on conduit ici est animé par le moteur 4 cylindres 2,5 litres turbo compressé, jumelé à une boîte à double embrayage à 8 rapports. Côté puissance, on a 277 chevaux, 311 livres-pieds de couple. Et avec cette boîte à double embrayage, on a souvent un petit délai lors de l'accélération initiale avant que le véhicule se mette en marche. Je sais qu'Antoine déteste ça. Moi, personnellement, ça me dérange un peu moins. Mais je trouve que c'est une boîte qui fait un bon boulot, règle générale. Pour ce qui est du comportement routier, évidemment, la version que l'on a ici est équipée de jantes de 21 pouces. Et donc, ça lui donne quand même une très, très bonne tenue de route. Il faut dire que pour ce qui est du comportement routier, c'est une grosse amélioration
par rapport au modèle précédent. Alors avec le nouveau modèle, la nouvelle génération du Santa Fe, on sent que c'est nettement mieux qu'avant. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement le véhicule le plus dynamique de son créneau, mais tout de même, c'est une belle amélioration, encore une fois, par rapport au modèle précédent. Il y a aussi, j'ai eu l'occasion de conduire la version XRT. Bon, évidemment, la version XRT, c'est une garde au sol qui est légèrement surélevée, en fait surélevée de 1 pouce par rapport aux autres modèles, et aussi qui est dotée d'une monte pneumatique qui est spécifique pour la conduite hors route. Mais ce que je vous dirais, c'est que comme les pneus du modèle XRT sont véritablement plus adaptés pour la conduite hors route, on paye un peu le prix pour ce qui est du confort, là, parce qu'il y a des bruits de roulement qui sont très présents, notamment à vitesse d'autoroute avec le XRT, en raison justement du fait que les pneus sont adaptés pour la conduite hors route. C'est un véhicule qui, encore une fois, sans être super agréable à conduire, est très compétent, un comportement routier qui est très rassurant, je vous dirais. Et le véhicule compose bien, même lorsque on le pousse dans ses limites. Alors de ce côté-là, c'est une belle surprise. Les impacts des réclamations sur votre prime d'assurance auto. Les conséquences d'une réclamation à votre assureur auto dépendent de plusieurs facteurs, dont la sévérité, la fréquence des sinistres, la valeur du véhicule, votre dossier de conduite et votre responsabilité. Plus vous réclamez, plus le prix de votre assurance auto risque d'augmenter. Première constatation à bord du nouveau Santa Fe, c'est le niveau de confort. Une nette amélioration par rapport au modèle qu'on vient remplacer, qui n'était pas particulièrement impressionnant à ce niveau-là. Les sièges qui étaient plus ou moins confortables pour de très longs trajets, à mon avis du moins, alors qu'ici, on a des sièges qui sont nettement mieux dessinés que par le passé. La position de conduite est super agréable aussi, dû au fait qu'on a une excellente visibilité. Bon, évidemment, il fallait s'y attendre de par le design du véhicule, mais c'est quand même un point assez impressionnant, la visibilité et la position de conduite de ce produit-là, qui nous fait rapidement tomber en amour avec le produit là, lorsqu'on prend place à bord. Bon, évidemment, je suis dans la version XRT, qui a une vocation un peu plus aventurière que les autres modèles, suspension rehaussée de 1 pouce, des pneus qui sont un peu plus bruyants, on l'entend à grande vitesse sur autoroute. Alors, il faut avoir besoin vraiment de cette version-là pour la choisir, selon moi, parce qu'on a à circuler hors des sentiers battus sur des routes qui sont peut-être un peu plus abîmées. Sinon, vaut mieux passer à une version que je qualifierais de régulière avec des pneus qui sont plus silencieux, une suspension qui est peut-être un petit peu plus confortable que celle-ci. Cela dit, la version XRT, c'est le premier accès au moteur 2.5 litres turbo qui est forcément plus puissant que la motorisation hybride. Et il y a certaines personnes qui vont vouloir chercher cette puissance, ne serait-ce que pour avoir des besoins de remorquage, par exemple. D'ailleurs, la version XRT remorque 1000 livres supplémentaires par rapport aux autres versions qui sont dotées du moteur 2.5 litres parce qu'on a un refroidisseur haut rendement pour la transmission. Transmission à double embrayage qui, pour moi, est le point faible de ce véhicule-là. On l'a aussi dans le Santa Cruz et c'est une transmission que je considère mal adaptée à ce genre de produit-là. Bon, d'abord, son rendement n'est pas très impressionnant. Je vous dirais que la réponse initiale à l'accélérateur est interminablement longue. Dans le trafic, ça se fait sentir, c'est plutôt agaçant, mais ça a un impact négatif sur la consommation de carburant de ce véhicule-là, dont la moyenne combinée est à 10,6 litres, ce qui est très décevant, considérant que c'est un nouveau véhicule et qu'Hyundai n'a pas nécessairement fait d'efforts pour améliorer cette formule-là. Et pour ceux qui cherchent, bien sûr, un rendement énergétique plus intéressant, il faut forcément se tourner vers les modèles à motorisation hybride. Je vous dirais que pour moi, la version de prédilection, c'est la version Preferred, mais avec ensemble Trend, parce que vous avez un équipement quand même assez complet. On n'est pas encore au prix d'une version XRT et on bénéficie de la motorisation hybride. Et cette motorisation hybride permet d'économiser plus de 3,5 litres par 100 km. Une différence colossale par rapport au rendement du moteur 2.5 litres turbo. Et la puissance est quand même intéressante, notamment le couple qui est à 295 livres-pieds, livré quasi instantanément. Alors, c'est
une mécanique qu'il ne faut pas négliger et je pense que tous les acheteurs de Santa Fe qui sont capables de faire un compromis sur l'équipement devraient mettre à l'essai la version hybride pour finalement réaliser que c'est une mécanique tout simplement plus intéressante. Encore une fois, à moins que vous ayez des besoins en matière de remorquage ou que vous souhaitiez avoir une puissance qui est un petit peu plus impressionnante. Mais pour le commun des mortels, pour le quotidien, la version hybride fait absolument le travail. L'exemplaire du Hyundai Santa Fe que l'on a ici est animé par un moteur thermique, strictement un moteur à essence conventionnel, mais est aussi disponible en version à motorisation hybride. Règle générale, est-ce que ça vaut la peine de payer souvent un peu plus cher pour un modèle à motorisation hybride? Bon, dans le cas du Santa Fe, c'est clair que ça vaut la peine. Premièrement, il consomme 30 de moins de carburant que l'autre. Et en plus, la version hybride coûte moins cher. Mais c'est vrai qu'en général, il y a un supplément à payer. Et là, il faut faire ses propres calculs. Il faut se poser des questions. La première, combien de kilomètres on roule par année? Et la deuxième, est-ce qu'on veut conserver le véhicule longtemps? Parce que nous, on a fait des calculs en ce qui a trait notamment à la consommation de carburant en visitant le calculateur de coût d'utilisation de la CAA. Et pour une Toyota Corolla, par exemple, la version hybride permet d'économiser 500 $ par année en essence versus la version strictement thermique. Donc, si on veut conserver le véhicule pendant seulement 4 ou 5 ans, pour une location, par exemple, c'est pas sûr que ça va valoir la peine. Ça fait beaucoup de chiffres. Alors, heureusement, pour les membres CAA Québec, les services conseils en mobilité peuvent analyser tout ça tout à fait gratuitement et, au bout du compte, peut-être faire économiser pas mal d'argent. Hugo, cette semaine, pour ceux qui font leur changement d'huile à domicile, tu as quelques trucs à nous donner. Oui, la première chose à faire, c'est de choisir une bonne huile de marque nationale parce que ça s'en vient de plus en plus complexe. Ouais. On a d'une 530 conventionnelle à jusqu'à une 08 synthétique maintenant. Ça, c'est intéressant. C'est fait expressément pour Toyota. Oui. Total vient de lancer ça. Mais effectivement, qu'il y a une huile prescrite pour chaque moteur maintenant, puis c'est important de suivre ça. Là. Oui. Aussi, à vérifier avant de faire le changement d'huile et commencer à vider l'huile, on devrait toujours vérifier le niveau, savoir si notre véhicule consomme de l'huile ou pas. C'est la meilleure façon de le savoir. Ouais. Aussi, il faut s'assurer d'avoir tous les bons outils avant de commencer, que ce soit la douille pour défaire le filtre à l'huile ou la bonne outil pour défaire le bouchon de vidange d'huile. OK. Souvent, ce qui brise, c'est le couvert du filtre à l'huile lorsque c'est une cartouche. Oui. Parce qu'on n'utilise pas la bonne outil, il craque, puis il faut en racheter un nouveau. Aussi, il faut changer soit le bouchon de vidange d'huile ou juste le joint si on est capable pour éviter des fuites d'huile. Ça, on fait ça à chaque vidange d'huile? L'idéal, c'est ça. OK. Alors, une fois que la vidange d'huile est effectuée, il y a quand même quelques vérifications à faire avant de prendre la route. Là. Oui, la première chose, c'est regarder le niveau d'huile, être sûr qu'on en a mis assez et pas trop non plus. S'assurer que le filtre est bien vissé. Oui, évidemment. Finalement, il faut réinitialiser l'information dans le tableau de bord qui nous dit que notre changement d'huile est dû sur certains véhicules. Ça, on peut avoir l'information à savoir comment faire, évidemment, dans le manuel du propriétaire. Puis lorsqu'on le fait, bien, ça réinitialise aussi l'application qu'on a souvent sur son téléphone là, pour avoir l'information sur la prochaine vidange d'huile à faire. Ça se réinitialise tout en même temps. C'est ça. Merci, Hugo. Un beau véhicule à vocation familiale, Mathieu, pour toi qui recherche l'ultime confort pour la famille. Ah, papa techno. Papa techno. Et tu en as beaucoup dans ce véhicule-ci. Bon, ces écrans-là, on les a déjà vus chez Kia, chez Hyundai. Alors, c'est pas du nouveau, mais on apporte toujours des nouvelles fonctionnalités. Oui, c'est pas techno, mais c'est drôlement bien fait. L'espèce de console centrale ici s'ouvre comme ça, mais aussi s'ouvre pour les passagers arrière. Ouais. Hey, c'est multifonction. Je trouve ça bien intéressant. Autre chose, si, je sais pas, moi, ils échappent leur téléphone, la tablette, le hochet, la suce, peu importe. Regarde ici, un aseptiseur pour éliminer bactéries et virus avec un système de rayons UV. OK, tu es le seul qui se montre optimiste à la suite de cet accessoire-là. Hyundai a vanté les mérites de sa technologie qui a clairement été développée durant la COVID alors qu'on n'avait rien d'autre à faire. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un va acheter un véhicule pour avoir la possibilité de désinfecter son téléphone dans la planche de bord? Non. C'est pas un argument de vente, zéro. Je trouve en plus que ça prend de la place qu'on aurait pu faire pour le coffre à gants. Bref,
c'est là, ça existe. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça sert, en ce qui me concerne, à désinfecter ton Ben oui. manuel du propriétaire que tu n'as probablement jamais consulté. Ben oui, parce qu'il est en ligne. Hey, le petit écran ici, là, Ouais. un aimant à trace de doigts. Ben oui. Tu sais, c'est évident. Puis je veux dire, j'ai pas les mains sales. Peut-être que j'aurais dû les aseptiser dans le truc. Mais ça va être un peu une catastrophe. Alors, disons qu'avant d'offrir un aseptiseur dans la planche de bord, peut-être qu'une microfibre avec un logo WA dans le coin, là, ça serait une bonne idée. Ouais. Mais je veux juste te faire remarquer que Hyundai, moi, c'est une des compagnies que j'adore suivre dans le monde techno. Je sors un petit peu du monde de l'auto, mais tu sais, Hyundai sont partenaires dans l'aventure de Boston Dynamics et ils ont présenté un de leurs nouveaux robots. Et honnêtement, c'est assez impressionnant, merci. Ils ont des projets aussi de motorisation avec l'hydrogène, notamment du côté de San Francisco, parce que peut-être qu'à un moment donné, on va venir à bout des ressources nécessaires pour faire des batteries. Il va peut-être falloir se tourner vers autre chose. Ils sont là aussi dans le monde de l'auto autonome, du taxi autonome sans chauffeur. En fait, ils ont repensé leur compagnie de constructeurs automobiles afin de voir comment, dans l'avenir, ils pourraient devenir une compagnie de mobilité, de transport de personnes. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'ils ont une espèce d'ouverture sur ce que sera le monde de la mobilité. Est-ce que la voiture va rester un objet personnel que chaque personne va s'acheter ou si, à un moment donné, on ne va pas faire une espèce d'auto-partage comme on fait avec des Bixi? Est-ce qu'on n'aura pas des petits autobus autonomes qui vont venir bonifier le transport en commun pour le premier puis le dernier kilomètre à parcourir? Donc, On est presque dans un autobus, là. Regarde ça, Ouais. là. On n'est pas loin. ajoute quelques capteurs, puis le tour est joué parce que eux, en ce moment, bien, ils ont les technologies, ils ont la recherche, le développement. On sent qu'il y a un intérêt à avancer justement dans un avenir où il y a beaucoup d'incertitudes et où les développements technologiques avancent à grands pas. Et si ce véhicule-ci adopte une technologie mécanique très traditionnelle, moteur à essence, bien, attends-toi à ce que dans les prochaines années, on ait plusieurs véhicules à vocation familiale comme ça, mais qui vont être 100% électriques ou avec des énergies alternatives, là. Je vais te montrer le robot de Boston Dynamics. D'abord, mon téléphone doit être propre, là. Ouais. Ah oui, il est fraîchement désinfecté. Regarde. Tel que régi par l'Office de la protection du consommateur, tout plan de garantie prolongée acheté au Québec est transférable et ce, sans frais. Sans surprise, le Hyundai Santa Fe voit ses prix augmenter pour 2024, 43 715 à 58 215 pour un Hyundai Santa Fe 2024. Comme on vous l'a mentionné un peu plus tôt, les versions hybrides, ce sont les modèles d'entrée de gamme. Et si on monte en gamme, bien, on obtient la motorisation 2,5 litres turbo. Par contre, il y a une édition spéciale exclusive au marché canadien qui est offerte en 2024. Une édition LNH, oui, Ligue nationale de hockey. Cette version-là peut être décorée aux couleurs de l'équipe de votre choix et elle utilise la motorisation hybride qu'on offre sur les modèles d'entrée de gamme, mais avec tout l'équipement de la version Ultimate Calligraphy. 500 unités seulement sont offertes sur le marché canadien en une seule couleur, après quoi on élimine ça malheureusement. Et ce modèle-là coûte 58 215 $. Ce qui est un peu malheureux aussi, c'est de constater que les taux de financement de location chez Hyundai sont encore très élevés. Sur un financement 72 mois, on est à 6,49 % et sur une location 48 mois, c'est 8,49 % de taux de location. Alors très élevé et de moins en moins compétitif face à une concurrence qui se fait toujours de plus en plus féroce. Alors, globalement, je pense qu'on est assez satisfait du produit. Un beau design, un habitat qui est très spacieux, niveau d'équipement aussi qui est assez complet, dépendamment des versions. Mais s'il y a un bémol que l'on peut émettre, c'est justement la stratégie de Hyundai au Canada en ce qui a trait aux deux motorisations et le fait que les modèles d'entrée de gamme soient des modèles à motorisation hybride et qu'on ne peut pas nécessairement avoir un haut niveau de luxe avec justement cette motorisation-là. On nous vend le moteur 2,5 litres turbo et la transmission double embrayage comme un luxe par rapport à la motorisation hybride qu'on souhaiterait avoir massivement. En fait, si c'était que de moi, on ne pourrait offrir que ça et j'en serais satisfait. Bon, ceux qui ont des besoins de remorquage, c'est différent, mais la motorisation hybride, pour moi, c'est l'élément intéressant de ce véhicule-là, en plus de sa polyvalence. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'obtenir, comme tu l'as dit, dans les versions les plus luxueuses. Bon, si on fait fi de cette version LNH qui est distribuée en quantité limitée, mais c'est une stratégie un peu curieuse et inverse à celle de Toyota,
Toyota qui va offrir de la motorisation hybride pour l'ensemble de la gamme. C'est ce qu'on veut avoir. Ce véhicule-là propose une cote de consommation super faible avec la motorisation hybride, propose un rendement intéressant aussi. Alors pourquoi ne pas l'offrir à plus grande échelle? D'autant plus que ça permettrait peut-être d'en réduire un peu le prix qui n'est pas donné là, dans les versions haut de gamme. Là. Et l'autre point faible, selon moi, c'est le fait que la motorisation hybride rechargeable n'est plus proposée sur ce modèle, du moins au Canada, parce qu'on sait qu'il est encore disponible sur le nouveau modèle en Europe, et ça, c'est un peu dommage. Gabriel, les Américains en ont décidé ainsi et on en subit les conséquences, malheureusement. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. Pour clore cette saison du Guide de l'auto, on s'amuse la semaine prochaine au volant du flamboyant GMC Hummer 100% électrique.